Ah, pas parfait, voilà, c'est bon. Euh, donc, j'ai voulu switcher un peu la méthodologie de présentation. Je veux ouvrir des possibilités moins académiques parce que voilà, on sort un peu de cette distance. Je trouvais assez intéressant, en tant qu'artiste, de voir aussi comment les critiques, les commissaires observent et lisent les images, vont lire les images. Et, euh, et je veux vous parler de mon travail en essayant de rester fidèle au titre que j'ai proposé. Donc, face au document source, forme et anarchivisme, c'est un terme que que je découvre il n'y a pas très longtemps et que j'essaye de pousser un peu dans mon travail. Donc moi, pour me présenter, je suis brésilienne. Je suis océanographe de formation. Je viens des sciences dures. Et j'ai décidé de me consacrer à la photographie assez tard. J'avais déjà 29 ans. Donc j'étais à l'école d'Arles et après j'ai fait un master photographie art contemporain à Paris 8. Pendant mes années de master, donc c'est toujours master recherche création, euh, je, je découvre la BNF, comme la plupart des étrangers qui arrivent à Paris, et je découvre plein d'archives, dont Debré, les originaux de Debré, qui vont beaucoup m'interpeller à l'époque. Et cette zone un peu grise, qu'on a parlé avec la présentation de Fernanda, mais avec d'autres aussi, en fait, comment les images, finalement, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas anthropologue ni historienne, mais c'est la question d'images qui m'intéresse beaucoup. Comment, finalement, ces images, elles ont, pour moi, au moins, elles sont dans ces endroits un peu grises entre fiction. On a parlé aussi de réception. À qui on parle, à quelle époque ces images ont été produites, pourquoi, pour qui, voilà. Donc c'est toutes ces questions qui commencent à travailler ma tête à l'époque. Nous sommes en 2017, quand j'ai fini mon master. Et à l'époque de mon master, j'ai fait une maquette de la machine de microfilm de la BNF qui montrait le microfilm de l'image de voyage pittoresque de Debré, le livre. Parce que j'avais pas, ce jour-là, j'avais pas accès. Je suis allée avec ma caméra pour photographier le livre original, il n'était pas accessible et la femme de la bibliothèque me propose le microfilm, que je ne connaissais pas du tout le dispositif à l'époque. Et donc je décide de filmer la machine qui va présenter toutes ces images. Donc c'est l'œuvre que j'ai présentée dans l'exposition et je pense que c'est important, j'aimerais commencer à parler de cette œuvre parce qu'elle est... Je viens de la refaire, donc en 2024, après l'invitation de Jacques, j'ai pu reprendre cette maquette et recommencer ce travail. Et je pense qu'il a, 10 ans après, presque 10 ans après la fin de mon master, j'ai compris plusieurs choses en tant qu'artiste et j'ai pu comprendre aussi où je suis et à qui je parle, où je suis et comment je traite plastiquement mes sujets. Et pour moi, la chose qui m'intéresse... peut-être parce que je ne suis pas une femme indigène, je suis une femme blanche, et je suis beaucoup plus proche des colons des indigènes. Mon héritage familial est beaucoup plus proche des colons. La chose qui m'intéresse, c'est de regarder toutes ces machines, en fait, qui vont nous faire voir ces images. Et quand je parle de machines ou de technologie, je parle aussi du musée. Donc là, on va rentrer un peu dans le cœur des peu de projets que je fais, parce que je ne suis pas jeune, mais je me considère une jeune artiste, j'ai commencé très tard. Et donc là, mon premier projet, juste après la fin du master, c'était de revenir au début. On a parlé de ces images de débris par rapport au Brésil. Je reste toujours dans le territoire brésilien, dans ma tête, mais de penser le début de cette construction. D'où ça vient, ces images, comment la fiction brésilienne a été construite en Europe. Et je tombe très rapidement sur les images de Théodore Debry, je tombe très rapidement sur l'histoire de la collection de Manto Tupinamba,
qui m'amène aussi à l'anthropophagie. Et c'est dans cet univers que j'ai travaillé pendant 5 ans, de 2018 jusqu'à 2022-2023. Donc là, on voit, ça c'est un mur d'images, une série d'images, la série presque complète, où on voit, bon là, la qualité n'est pas très bonne à cause de la lumière, mais on voit chacun des manteaux Tupinamba dans leur musée en Europe. Donc il y a 8 grands manteaux, 3 petits. Moi, j'ai considéré pour mon travail qu'il y ait les grands manteaux, les capes et les grands manteaux. Donc il y a 8, ils sont chacun dans... Bon, pas vraiment, mais ils sont dans 6 musées différents en Europe. Ils ont des histoires très différentes. Ils ont des documents très différents, d'identités très différents. Donc j'appelle cette série de portraits. Je dis que c'est des portraits de chacun de ces manteaux. Donc pendant 5 ans, je suis allée chercher ces institutions pour demander l'autorisation de faire une image. Là, on va rentrer dans la question de la photographie qui est très intéressante. On a parlé de reproduction et circulation des images. Et la première chose la première réponse que j'ai eue de chacun des musées, c'était de me pousser leurs images à eux. Donc je demande, j'écris au Quai Branly en disant j'aimerais bien, je suis une artiste brésilienne, vous avez une cape Tupinamba, j'aimerais bien aller voir pour faire une nouvelle image de cette cape. Et la réponse que j'ai eue, c'était non, écoute, vous n'avez pas besoin de venir, on a nos images à nous, faites par nos photographes. Et là, ça commence un premier dialogue diplomatique entre une artiste et l'institution pour convaincre l'institution à me laisser construire une nouvelle image qui ne porte pas cette vocation scientifique et qui n'est pas à service de la propre institution. Ça, pour moi, c'était très, très important. J'ai construit une méthodologie au fur et à mesure que j'ai fait ces projets, de garder un héritage d'un style documentaire. Donc là, on pense à Olivier Lougon, avec une photo frontale, nette, le plus proche de la réalité possible. Et j'ai fait donc avec le même protocole tous les portraits de ces manteaux. Chaque rencontre, chaque manteau a une histoire, comme j'ai dit, et ces histoires m'ont aussi invité à aller voir les archives qui ont construit ces histoires, ces discours derrière ces artefacts, finalement. Donc là, petit à petit, avec les mêmes difficultés, je suis allée voir différents supports d'archives dans les différents musées qui gardent cette collection. Et comme photographe, petit à petit, je découvre qu'on peut raconter l'histoire de la photographie, l'évolution de la technique photographique à travers, entre guillemets, un seul objet. Donc on a le même manteau cette collection qui commence à arriver en Europe au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, donc avant l'invention de la photographie, et que va suivre l'évolution de cette technique. Et aujourd'hui, dans les archives, on a vraiment une petite histoire de la photographie, une petite histoire technique de la photographie qui nous raconte la conservation des manteaux Tupinamba en Europe. Et qui nous raconte aussi, à travers la construction de ces images, tous les récits que ces artefacts portent dans les musées encore aujourd'hui. Bon, Fernanda a parlé de débris. Elle a montré une image qui au Brésil est très connue, qui fait partie de cette série de 7 gravures faites par Théodore de Bry, qui est quelqu'un qui lui-même n'était jamais au Brésil, qui va traduire le rituel anthropophage à partir de récits, la plupart qui vient de 3 personnages, donc Hans Staden, Jean de Léry et André TV. Donc il y a cette question de la traduction que je trouve assez intéressante aussi. Et cette image, elle a eu une fonction très importante dans mon travail, celle-là de façon spécifique, parce qu'elle a ouvert plein de fenêtres de collaboration, dont la collaboration avec Iglesia Tupinamba.
Donc moi, j'ai rencontré cette série d'images qui va montrer un document qui nous parle de l'utilisation de manteaux tupinamba pendant les rituels anthropophages, portés par des hommes, dans ces moments voilà, de danse, de rituels. Et je garde cette image en tête pendant un moment. Et à ces moments-là, nous sommes en 2020, 2021, j'étais sélectionnée pour le Salon de Montrouge. Et c'était la première opportunité pour moi de donner une forme plastique à cette recherche qui, pour l'instant, était vraiment gardée dans quelques photographies. Donc là, pour cette pièce, j'ai volé le titre d'un film de cinéma nouveau, brésilien, Qu'il était bon, mon petit français. J'ai traduit et j'ai volé un peu le titre pour parler de cette histoire du cannibalisme, de l'anthropophagie, que finalement, c'est aussi une fiction européenne. Aujourd'hui, après quelques années de travaillant avec ça, plus je m'approche de la communauté indigène et plus j'entends cette perspective par rapport à l'anthropophagie, plus je comprends que c'est vraiment aussi, en plus des images, c'est aussi une fiction, l'idée d'anthropophagie. Donc cette pièce, cette installation, c'est un dialogue entre des objets, entre des symboles, qui pour moi, c'était un premier exercice pour mettre à niveau l'anthropophagie et la culture brésilienne et la culture française. Et à l'époque, je me suis dit, bon, comment créer ce parallèle qui, en premier égard, est très très différent, même si on parle de deux rituels liés à la nourriture. Et moi, j'ai fait ça en lisant les textes sur l'anthropophagie et en réalisant que finalement, il y avait une finesse, selon les récits européens, il y avait une finesse et plusieurs étapes, la question de l'entrée, de la soupe. Bon, c'était des rituels très, très... qui s'y ressemblaient beaucoup par les étapes. Et là, je me suis convaincue de mettre tout ensemble, les deux ensemble. Donc là, la pièce, on a quatre éléments. On a une moquette bleu marine, donc cette couleur royale liée à cette idée de monde de l'aristocratie européenne. On a un service, une table à la française par terre. On n'a pas la table, donc elle est par terre. Une photo dans des manteaux tupinamba qui va décorer cette salle de dîner. Et à côté, on a une tapisserie. Cette tapisserie, elle était pensée comme aussi un endroit de rencontre, une transposition. Le geste artistique, c'était vraiment de transposer un archive qu'on voit reproduit dans les livres, mais qu'on voit, bon ici c'est un peu plus grand, mais qu'on voit souvent dans une taille assez petite, et que c'est une histoire de violence, finalement, qui nous raconte une histoire de violence. Et j'ai trouvé un défi de transformer cette image de violence, de la transposer dans un support décoratif, c'est la tapisserie. Pour faire ça, je suis allée à Aubusson et j'ai demandé, en plus, de fabriquer cette tapisserie avec un savoir-faire français. Donc de garder cette image tissée par des artisans qui gardent cette savoir-faire aussi lié à l'aristocratie, aux tapisseries qui ont créé aussi tout un imaginaire, qui ont reçu des images, qui ont construit aussi un imaginaire par rapport au Brésil. La question du tissage vient tout de suite... Bon, j'en parlais du dos de la tapisserie, j'ai décidé de laisser ouvert le dos. C'était un choix... que j'avais pas pensé au début, c'était un peu un hasard. Au moment que la tapisserie a tombé, quand elle est finie, que j'ai vu les dos, et l'artisan me demande quel tissu vous voulez utiliser pour couvrir le dos. Et là, je vois le dos et je me suis dit, bon, en fait, non, il faut pas couvrir le dos parce que le dos, il ne parle peut-être plus que l'image elle-même. Parce que là, on a l'héritage de la gravure, le négatif de la gravure, de la photographie.
Mais aussi, on a le négatif de toute l'histoire de l'anthropophagie qui finalement n'était pas écrite et qui n'était pas gardée. Toutes ces histoires qu'on ne raconte pas aujourd'hui, qu'on n'a pas d'informations. Donc l'histoire du tissage, il va se prolonger avec mon rencontre en 2020 avec Glyceria Topinamba, qui un jour m'écrit sur WhatsApp au milieu de la pandémie. Elle va m'envoyer un message. À l'époque, elle était vraiment pas du tout connue. Je me souviens pas. Elle était vraiment dans un système très local, artistique et politique. Mais c'est une figure qui a monté énormément. En 4 ans, elle est devenue la grande figure de l'art contemporain au Brésil. Exactement parce qu'elle a recréé, elle a recréé le manteau Tupinamba au Brésil, et ce geste de répatriation finalement d'un savoir-faire dépasse l'art contemporain, dépasse l'anthropologie, et ça l'a mis dans un endroit assez important. Mais en 2020, elle était en recherche de nœuds, de manteaux, et à l'époque, elle me demandait de l'envoyer les images que j'avais faites dans les musées. Donc je commence à l'envoyer par WhatsApp, mes images à moi, mais aussi les images d'archives, des photos de photos que j'avais faites. Et c'est une matière qui s'est ajoutée à plusieurs autres matières, matière physique, mais aussi de matière cosmologique, parce qu'il y a la question du rêve, qu'elle va parler beaucoup, il y a la parole de sa famille, donc c'est savoir-faire qui reste aussi dans cette mémoire qui n'est pas matérielle. Mais je suis quand même très contente parce que les images ont participé de cette restitution. Avant la restitution, il y a eu la restitution d'un savoir-faire. Et jusqu'au début, quand je découvre le travail de Glyceria, ce geste, moi j'étais à la fin de mon travail avec les portraits de manteaux. Et évidemment, j'étais assez séduite par l'idée de partir de la France et de faire une photo, de prendre un autre portrait de ce dernier manteau qui est en train de naître au Brésil. Et cette idée, elle m'a beaucoup travaillé. À l'époque, il y avait la pandémie, donc je ne pouvais pas y aller. Et ça, c'était très bien pour moi, parce que pendant ces moments, Glyceria a été énormément photographiée. Et de loin, depuis mon discours et ma place assez silencieuse finalement au Brésil avec ce travail, j'ai pu regarder les images faites de Glyceria avec un regard très critique. Et j'ai compris que je ne pouvais pas répéter, moi, Livia, femme pas indigène, blanche, prendre ma caméra, sortir de Paris, aller à Bahia et reproduire ce geste qui est très problématique et qui a construit cette altérité qu'aujourd'hui on essaye de détruire tout le temps. Donc je propose à ces moments-là à Glyceria, en regardant les images de débris, de faire une série d'autoportraits. Donc de prendre le déclencheur. Donc là, je ne sais pas si vous voyez dans l'image, c'est un élément très subtil, mais central dans l'image photographique. C'est toujours elle qui va construire l'image. Et donc on a fait une série d'une dizaine de photographies. Et pour ce travail, j'ai convoqué la caméra grand format. Je ne sais pas si vous êtes tous, si vous connaissez cette caméra, mais on revient à l'héritage de la photographie documentaire. C'est la caméra qui a voyagé beaucoup avec les Européens et qui a matérialisé, qui a construit l'image de l'autre dans les pays colonisés. Donc là, c'était un peu plus qu'une réponse comme des Nelson Bonilla, c'était plus une revanche de prendre cette machine pour reconstruire son propre image et redonner ce droit de parole à quelqu'un qui était en train de réécrire quand même l'histoire de pays à travers son geste. Donc moi, comme artiste, c'était un moment assez intéressant et très riche, parce que j'ai compris aussi, on a tous nos égos d'artistes, on signe nos œuvres, on a envie d'être connus
d'avoir cette reconnaissance. Et avec cette série, on a essayé avec Glyceria de troubler un peu, de frotter un peu dans cette question de à qui appartient cette image. La série s'appelle Autoportrait, mais c'est une série faite dans le contexte de ma recherche, mais en même temps c'est une collaboration. Nous sommes les deux propriétaires intellectuels et matériels de cette image. Et pour moi, c'était aussi un moment de comprendre comment, en tant qu'artiste, de rester derrière l'œuvre, de ne pas signer l'œuvre, de ne pas être mon autoportrait, de laisser quelque chose venir en surface qui avant n'était pas présent dans mon travail. L'histoire du manteau est tellement complexe qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un autre message sur WhatsApp. Je pensais que cette histoire était finie dans ma vie, mais j'ai reçu un autre message d'une autre communauté Tupinamba, de Olivens, qui me demande un rendez-vous sur Zoom. Évidemment, j'accepte et j'ouvre ma caméra. Il y avait vraiment un comité de personnes qui me montrent, qui avaient envie de me montrer des photos qui moi je ne connaissais pas et que je pense que presque personne connaît, parce que c'est des images qui ont resté dans un tiroir jusqu'à aujourd'hui. Je vous montre par curiosité parce que je ne veux pas utiliser dans mon travail, mais ça fait partie de la recherche. Donc en 2020, il y a eu un manteau qui a été prêté du musée de Danemark au Brésil. Et là, j'ai pas mis la photo, c'est dommage, mais il y a eu une photo qui a circulé dans le plus grand journal, la Folha de São Paulo. C'est cette femme indigène devant cette vitrine du manteau Tupinamba et qui va réclamer, il va dire, nous sommes Tupinamba, on réclame le retour de notre manteau. Cette femme vient de cette communauté de Olivens, aussi à Bahia, et nous sommes en juin de l'année 2000, ça fait 25 ans ça. En rentrant de ces rencontres avec cet artefact derrière cette vitrine, elle va mobiliser sa communauté et ils vont refaire une série de manteaux. Donc là, ils m'ont envoyé des photos d'elle qui a vu. Donc là, c'est le manteau. Bon, la photo, elle est terrible, désolée. Mais on voit, elle a pu toucher dans l'année 2000 le manteau qui est venu de Danemark, qui était prêté au Brésil. Prêté, déjà, c'est un mot, mais où il était prêté quand même. Et avec sa communauté, ils ont fait une série de manteaux qui a resté jusqu'à maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. C'était une des questions qu'ils m'ont posées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images aujourd'hui ? Et moi, je n'ai pas de réponse finalement, mais peut-être je vais pouvoir aider à donner quelques pistes. Mais c'est un geste qui Glyceria reprend en 2020, mais qui 20 ans avant était déjà fait par une communauté qui, à l'époque, n'a pas revendiqué, parce que c'était un système fermé. C'était comme il y a eu une question par rapport à ça. C'était un geste de réappropriation de leur savoir-faire qui restait vraiment entre la propre communauté. Et qu'aujourd'hui, peut-être à cause, grâce à toute l'histoire de du retour du manteau, parce qu'il y a un manteau qui retourne en janvier 2024, sort de tiroir. Pardon, je suis un peu fatiguée, peut-être ça va être c'est un peu bizarre. Bon, je reviens à mon rencontre avec Glyceria. Cette image, donc la fameuse série d'autoportraits, ouvre une exposition que j'ai faite en 2022 au Palais de Tokyo, qui s'appelait Tupi or Not Tupi, qui reprend aussi la question de cette circulation d'objets, d'images, mais aussi des artistes, le lien entre Paris et São Paulo. 2022, c'était le centenaire de la Semaine de l'Art moderne, qui était vraiment un événement pensé et construit aussi comme réponse à une expérience d'un groupe de jeunes bourgeois brésiliens, artistes bourgeois qui ont vécu à Paris, qui vont rentrer, ils vont faire cette Semaine de l'Art moderne.
Et moi, à l'époque 2022, j'ai dit, bon, là, c'est le moment de reprendre cette histoire et de repenser la circulation de ces images qui sont liées à la communauté Tupinamba, mais aussi de donner d'autres réponses et de pousser un peu plus la pièce que j'ai présentée au Salon de Montrouge, qui mettait en conversation l'art de la table et l'anthropophagie. Donc dans l'exposition, il y avait 4 pièces. Donc elle était la première œuvre, c'était la photo de Glycéria. Donc la dernière photo d'un manteau Tupinamba, le dernier manteau Tupinamba qui va recevoir le public avant de rentrer dans la salle. En rentrant, j'ai repoussé l'idée de cette transposition d'images. Et j'ai pu faire la transposition de la série complète en tape-série. Et là, on avait vraiment une pièce que j'appelais le théâtre cannibale de Brie. C'est une pièce immersive. Les tape-séries, elles ont 2 mètres. Donc on a vraiment cette sensation d'être à côté de corps en taille réelle. Et là, on avait le récit complet et toutes les dos de la tapisserie, ce contra-récit aussi ouvert au public pour repenser ces histoires. Le récit que cette histoire racontait. En face de théâtre cannibale de Débris, moi j'ai construit moi-même, comme réponse aussi aux images de Débris, un autre banquet. Et à cette fois-là, bon, il faut contextualiser, nous sommes en 2022, Bolsonaro président. Pour ces moments-là, je me suis mis quelques défis. Je me suis dit, bon, là, pourquoi pas mettre aussi la propre institution qui m'est présente, donc le Palais Tokyo, en question, et parler d'autres types de pouvoirs, peut-être entre les institutions et les artistes. Et moi, en tant que femme immigrante latina, c'était quoi ma place devant la plus grande institution d'art contemporain en Europe. Et j'ai décidé de faire une vidéo d'un banquet, d'une table qui est construite. Moi, j'ai la vidéo après, si on a le temps. Voilà, je vais essayer de mettre des petits morceaux. Donc là, nous sommes dans l'ambassade du Brésil en France. L'ambassadeur m'a prêté sa salle, m'a prêté son service et m'a prêté aussi, c'est un mot que j'utilise avec beaucoup d'ironie, son majordome. C'est un Brésilien qui travaille là-bas, qui s'appelle Márcio, qui travaillait là-bas à l'époque. Mais c'est le mot que l'ambassadeur a utilisé. Je vous prête aussi mon majordome. Et donc Márcio vient participer de la vidéo, c'est le seul personnage humain de la vidéo. Et pendant 10 minutes, on voit Márcio en train de dresser la table de l'ambassade du Brésil, qui était filmée d'un point de vue aérien, qui est pas du tout, c'était pas du tout non plus un choix que esthétique, c'est aussi un choix qui va nous faire penser à la photographie aérienne. Va nous aider à regarder cette table comme un territoire dressé, colonisé. Et pendant, je vais avancer un peu, pendant quelques minutes, on voit tous les symboles de l'art de la table qui va couvrir petit à petit le territoire. On a le lustre de la salle qui va revenir 8 fois. C'est un symbole de temps qui passe. Et c'est les 8 lunes que les indigènes attendaient avant de manger le prisonnier dans le rituel anthropophage. Et à la fin de la vidéo, bon, c'est la salle de chasse, il y a tout le décor doré aussi. Mais pour aller très vite, à la fin de la vidéo, on voit des morceaux de corps qui vont arriver sur la table. Donc c'est des pièces en plâtre, faite à partir du corps de Guillaume des Anges. C'est le président de Palais Tokyo. Donc moi, j'ai écrit une lettre à Guillaume des Anges qui, en 2022, l'année de cette expo, est aussi devenu le commissaire de Montrouge. Donc il jouait ces doubles rôles de pouvoir par rapport à moi comme artiste.
Et je l'ai invité, bon, le titre de la lettre, c'était Pourquoi vous allez faire partie de mon exposition au Palais de Tokyo. Donc moi, je l'invite avec toute la même diplomatie que j'ai utilisée avec les musées pour faire les photos des manteaux. Je l'invite à être le plat de résistance de ces dîners cannibales qui va fêter, bon, j'ai inventé toute une histoire bien sûr, qui va fêter le centenaire de la Semaine de l'Art moderne du Brésil. Donc là, cette table, finalement, c'est aussi un dialogue entre plein de symboles très différents qui sont en train de se construire ensemble à partir depuis les écrits des missionnaires, et qui, pour moi, autant qu'artiste, c'était une réponse contemporaine aujourd'hui aux images de débris. Bon, pour finir l'histoire de manteau, donc cette image, c'est l'image que j'ai prise en Danemark. C'est le manteau qui était prêté au Brésil en juin de l'année 2000. Une photo que j'ai pu réaliser en 2021. Et c'est une image qui a beaucoup changé de statut depuis, parce que ce manteau-là, il était donné et pas restitué. Ça, c'est très important comme mot. Le Danemark, le Brésil avait une demande de restitution de cette pièce depuis 20 ans. Et le Danemark, en 2024, va faire une donation au Musée national de Rio. Et là, on va partir à un autre chapitre. Donc, il va donner le manteau pour la nouvelle collection du Musée national qui, en 2018, a été détruit par un incendie. Le Musée national a perdu 90% de leur collection. C'était le plus grand musée de sciences naturelles, ethnographie du pays. Et moi, j'ai pu utiliser le retour du manteau comme prétexte pour rentrer dans la collection du musée et commencer un nouveau projet. Bon, j'accompagnais en parlant des machines, tout ce que je parlais au début, toutes ces vitrines, ces dispositifs muséals qui nous montrent les images, qui vont construire de récits dans nos imaginaires. J'ai pu suivre la boîte de transport de Copenhague jusqu'au Musée national. Et j'ai pu aussi suivre et documenter la construction de la nouvelle vitrine qui aujourd'hui qui a reçu le manteau au Musée national. Et pourquoi j'ai décidé de photographier cette vitrine? Parce que la condition de donation, la condition numéro 1 de donation du musée de Danemark au Musée national, c'était une construction très stricte d'un dispositif de conservation, donc une vitrine hyper technologique qui sera capable de garder et de continuer à préserver cet objet à l'auteur de comment il était préservé en Danemark. Et j'ai trouvé assez intéressant aussi tout le jeu de pouvoir qui, malgré la donation, malgré le retour de cet artefact, continue et est encore présent entre les institutions. Et le fait aussi que, après 400 ans, 450 ans, le manteau, finalement, il part d'une vitrine, il traverse l'Atlantique, il rentre dans une autre vitrine, qui aujourd'hui, c'est une vitrine double, parce qu'il y a 2 vitrines, on accède encore moins la pièce. Donc, au Musée national, j'ai commencé un nouveau projet, tout fait à la chambre aussi, qui documente, dans un premier temps, les pièces qui ont survécu l'incendie. J'étais très curieuse d'accompagner ce travail de reconstruction d'une archive, parce que le musée, ils ont perdu tous leurs documents, tout ce qui était papier, évidemment, c'est la première matière qui disparaît, très fragile. Et là, depuis 2018, ils sont en train de faire un nouveau archive, de redonner du sens, de reclasser, de restaurer les 10% des pièces qui ont survécu cette tragédie. Tragédie, je mets beaucoup de... Je pense que c'est très ambivalent comme pensée pour moi, au moins, parce que je pense que c'était une tragédie qui va nous apporter beaucoup de bonheur, finalement, parce que ça va nous aider à faire un exercice
de libération. C'est ça qui se passe au Musée national aujourd'hui. C'est une institution qui est en train de faire une tentative décoloniale, même si c'est un mot compliqué, mais hyper puissant, et qui vont aujourd'hui travailler en collaboration avec la communauté indigène, de façon officielle, pour redonner le sens, pour reconstruire le récit qui vont porter ces documents. Donc, parmi les pièces que j'ai pu retrouver, les survivants de l'incendie, ces objets orphelins, j'ai trouvé quelques photographies. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on revient à la matière qui m'intéresse beaucoup. J'ai retrouvé 5 boîtes en carton, avec une toute petite collection de photographies, d'objets photographiques. Donc là, nous sommes dans les négatifs, les diapositifs, qui survivent. Et moi, j'étais très intéressée. Je me suis dit, mais comment cette collection a survécu? C'est des matières très fragiles à un incendie qui a détruit des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus résistantes. Et en fait, je découvre que c'est la plupart de cette collection, c'est des collections qui sont vraiment problématiques à traiter, parce que ça vient de cette époque où la photographie, elle était... je vais revenir à cette image pour parler peut-être. Elle était utilisée de façon très violente. Donc là, on a une collection de photos d'anthropométrie. Voilà, c'est des photos qu'on trouve dans tous les musées du monde, une pratique qui a marqué une époque quand même. Et aujourd'hui, au Musée national, il y a 20 ans, quand le département du Musée national ferme ses portes, ils ont pris toutes ces archives qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils ont mis au fond du palais, et c'est exactement l'endroit qui n'était pas touché par le feu. Donc aujourd'hui, la seule iconographie survivante de le plus grand musée du pays, c'est des images hyper problématiques et que personne n'a envie de regarder. Donc quand j'ai vu ces boîtes, je ne savais pas quoi faire. Je me posais beaucoup de questions aussi. Comment est-ce que comme photographe, ça veut dire quoi refotographier ces photos aujourd'hui? Parce que refotographier, c'est aussi donner une nouvelle vie, une nouvelle circulation, un nouveau sens, mais c'est aussi donner un nouveau sens. Donc je me suis dit, j'étais dans un geste très impulsif, j'étais très désespérée de voir toutes ces images qui sont gardées sans aucun travail de conservation, qui sont en train de disparaître finalement. Je me suis dit, bon, je vais faire le plus de photos possible, et après, je vais essayer de penser comment travailler cette matière. Donc là, j'ai une collection de ces 5 boîtes aussi, de toutes ces images, ces documents qui nous racontent pas que, mais aussi un héritage assez riche finalement. C'est des objets de réflexion très importants aujourd'hui, je pense, pas que pour les historiens ou les anthropologues ou l'institution, les scientifiques, mais aussi pour les artistes. Donc là, cette image, elle nous montre... c'est un négatif très grand, qui est cassé, qui est rangé de façon très organique, on va dire, et qui nous montre la visite de Rondon, de maréchal Rondon, au Musée national en 1928, année de manifeste anthropophage, et l'année où Eloisa Torres était encore la directrice du Musée national, une anthropologue, Eloisa Torres, et c'est la seule femme qu'on voit dans l'image. Et donc le moment que j'ouvre cette enveloppe et que je retrouve ce négatif cassé, évidemment qu'il y a une explosion de sens et de problématiques qu'en tant qu'artiste, je pense que c'est mon devoir de repenser aujourd'hui à travers cette matière. Pour revenir aux images problématiques, j'ai travaillé aussi, là je passe très vite pour ne pas enlever le temps de Sobral, j'ai travaillé aussi, toujours en lien avec la collection de manteaux Tupinamba, mais toujours en lien avec cette question d'image, qu'est-ce qu'on fait avec ces images coloniales. J'ai travaillé l'image de Johan Mauritz.
Donc Maurício de Nassau, un colon qui était gouverneur de Pernambouc au Brésil. Et je découvre une histoire incroyable en 2023. C'est une histoire de 3 bustes identiques de Nassau qui sont dans 3 endroits différents au monde. Et je suis allée, exactement comme le même mouvement de manteau, aller chercher ces 3 bustes. Donc il y a un qui était retiré de La Haye, de la ville de La Haye, qui était au musée Mauritshuis, et qui aujourd'hui est gardé dans un dépôt à Amsterdam. Et il y a un autre, je vais vous parler que de ces 2-là parce que c'est les plus importants, il y a un autre qui est encore en place publique à Recife. J'ai trouvé assez intéressant de photographier ces 2 statues qui ont 2023, l'année de ces 2 images. Bon, là, j'ai pas mis l'autre photo, mais bon. Il y avait ces 3 statues qui avaient des vies très différentes dans la même année, à la même époque, et qui nous racontaient des histoires très différentes. Donc moi, j'ai pris la photo de ces 3 bustes, chacun dans son contexte de vie aujourd'hui, en place publique, dans un cimetière, dans le tombeau de Johann Mauritz en Allemagne, et en place publique à Recife, encore une ville qui garde une relation assez ambivalente avec la figure de Johann Mauritz, qui l'aime beaucoup. Il a des rues partout, il a des statues partout de cette figure. Et j'ai décidé de pousser, d'aller un peu plus loin en pensant la question de la source de cette image, en pensant aussi à mon geste avec les tapisseries. Et j'ai trouvé le moule. Bon, là, on voit très peu, mais j'ai trouvé le moule original d'où les statues ont sorti. Et donc, il y a un petit village en Allemagne qui a gardé, qui a conservé, je ne sais pas pourquoi, cet objet. Et j'ai pu faire une triangulation, encore une fois, entre l'artiste, l'objet et l'institution, parce qu'à l'époque, j'étais en résidence à la Fondation Fimenco. Et j'ai fait une demande et Fimenco a acheté le moule de la ville en Allemagne. Et aujourd'hui, j'ai une pièce de 300 kilos dans mon atelier qui représente Johann Mauritz et que je suis en train de travailler. Voilà, parce qu'en fait, on peut mettre les statues dans la rivière, il y a un mot pour ça en français, déboulonner. On peut déboulonner les statues, mais si la source de ces images, de ces objets sont encore vivantes, on va avoir toujours la possibilité de reproduire. Et le geste pour moi, le prétexte, encore une fois, c'était j'ai dit à cette ville, écoute, vous n'avez aucun intérêt de garder cette source d'image, c'est un colon, cette image sera détruite, mais moi, par contre, vous pouvez me vendre, moi, je vais faire quelque chose avec. C'est comme ça qu'ils ont accepté de me vendre la pièce. C'est un objet très fragile. Là, à l'époque, en 2023, il était encore... je peux faire un assemblage, mais il est très vieux. Et aujourd'hui, il est déjà en morceaux parce que chaque fois que je le bouge, il se casse un peu plus. Et le travail plastique que je suis en train de faire aujourd'hui, qui est très difficile, et très cher et très compliqué, c'est de transposer cette matière en verre pour empêcher déjà la possibilité de reproduction, mais de penser la figure de Johann Mauritz à travers son négatif, encore une fois, en détournant la source de l'image, en utilisant une matière très fragile, transparente, qui peut nous raconter, qui peut nous raconter aussi notre relation avec ces monuments publics et les histoires qu'ils nous racontent. Je pense que peut-être je vais m'arrêter là parce que sinon je peux parler. Et pour la petite histoire, avant de finir, la plaque de Clara qui est présente dans l'exposition consacrée à Debré, elle a croisé aussi mon travail en 2023 parce que j'avais vraiment envie de photographier ces dessins, l'original, d'être toujours en face à l'original. Donc j'ai demandé au Louvre pendant des mois et des mois et des lettres. J'ai demandé à mes profs de master de lettres de recommandation. C'était presque une mise en présentation pour un doctorat. Et finalement, j'ai pu être devant l'original, le dessin de Clarac pendant 20 minutes.
Et de façon, voilà, 20 minutes avec une chambre, c'est très compliqué parce que c'est un appareil très technique, très difficile. J'ai pris 10 images, mais de près, de loin, avec la salle, plusieurs images. J'avais un peur énorme de perdre ces images, donc j'ai mis dans une boîte hyper protégée et j'ai envoyé au meilleur laboratoire d'Europe, qui est en Allemagne, pour être sûr que les images allaient retourner parfaites. Et le destin et les forêts qui brûlaient au Brésil en même temps, 2023, la boîte, elle retourne, j'ouvre et toutes les négatifs sont brûlés parce que le transporteur de DHL, il a ouvert la boîte et on a, aujourd'hui, j'ai une collection, c'est très très beau, finalement. Ben là, on voit, c'est tout petit, mais j'ai décidé de montrer ces images brûlées. On a l'image de la forêt vierge brûlée. Donc on voit le doigt, la main de transporteur qui a ouvert cette boîte pour vérifier qu'est-ce que c'était et qui finalement a brûlé et j'ai pas pu retourner au Louvre depuis, j'insiste, mais ils m'ont dit non pour toujours, donc c'est mort pour l'instant. Mais j'ai croisé aussi cette image fondatrice de cet imaginaire européen par rapport au Brésil. La forêt vierge, qui dans mon travail s'y montre brûlée. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations. Je suis toujours impressionnée par les artistes qui, en plus, je l'ai déjà dit à Isabelle, en plus de faire leur travail, ça va aussi bien parler de ce qu'ils font. C'est pas évident. Et j'ai une question pour Livia. J'étais intriguée parce que tu as à plusieurs fois mis l'accent sur des mots problématiques comme le prêt du majordome ou le don. Je ne savais pas que le manteau avait été... Finalement, ça s'est passé comme ça. C'est un don qui a été fait officiellement ou... Enfin, ouais. Non, si vous voulez finir la question, bah oui, c'est un don. Voilà. C'est un don. Donc ça s'est arrêté comme ça. Je pensais que c'était une proposition et en fait, ça a été acté comme ça. Mais, et là, la question que je me posais, c'était, mais est-ce que ce mot sont effectivement si faux? Est-ce qu'on peut vraiment parler de restitution à partir du moment où l'objet a déjà été... retourné. En fait, est-ce qu'il y aura une restitution? Avec une restitution, dans le mot restitution, il y a l'idée de dédommagement, et en fait, c'est impossible. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment restituer. On peut aller de l'avant, mais on ne peut pas revenir en arrière. De même qu'on peut... j'avais trouvé très poétique la fin de la communication sur la forêt qui a brûlé et qu'on a beau sauver ce qu'elle était avant, mais désormais elle a brûlé. Mais par contre, la proposition des artistes peut rajouter du sens. Enfin, tout ce qu'on a vu dans l'exposition et dans toutes vos propositions, c'est d'aller de l'avant. Mais est-ce qu'on peut vraiment réparer? Est-ce qu'on peut plutôt... Enfin, il s'agit plutôt peut-être d'ajouter. Mais est-ce que ce mot restitution, effectivement, j'ai l'impression que c'est comme un voué à l'échec en soi, mais c'est une question que je pose. Hein, voilà. Oui, mais ça, je trouve que c'est important. Comme moi, j'ai travaillé avec les images, et c'est aussi... et comme j'ai travaillé pendant des années comme médiatrice au Palais de Tokyo, avant de venir exposer moi-même, je trouve que c'est important de dire les bons mots, les mots corrects. Et la question de la donation, je pense qu'elle joue beaucoup, parce que ça garde aussi le rapport de pouvoir. Il est encore là-bas, dans le mot même, dans le sens du mot, mais aussi dans le côté pratique. Parce qu'une restitution, la dynamique d'une restitution, elle est différente d'une donation. Je répète les choses que j'ai entendues parler de Glyceria ou de la communauté d'Olivense, Glyceria vient d'un groupe qui s'appelle Serra do Padeiro. Ils sont voisins, mais c'est pas le même territoire. Ils sont pas d'accord par rapport à ça, par exemple, parce que la communauté d'Olivense, pour eux, rien n'a changé. C'est pas parce que le manteau est retourné au Brésil
qu'il a eu une réparation ou que quelque chose a changé, exactement parce que le manteau, il est parti d'une vitrine à l'autre. Donc, c'est le destin, ouais. Donc je pense que c'est important parce que ça explique beaucoup de choses, d'informations qui sont derrière mon travail aussi, qu'on voit à travers les images, mais qui les mots pour nous donner des clés aussi. Peut-être tu peux ajouter que Glyceria, au commencement, ne voulait pas les retours de manteau. Elle disait que les retours étaient là avec son travail. Ouais. Et plus que ça, c'est vrai qu'au début, quand j'ai rencontré Glyceria, elle avait une relation très différente qu'elle a aujourd'hui, avec la question de retour du manteau. Exactement parce qu'elle a joué un rôle très important en refaisant cette pièce. Et une fois, elle m'a donné une réponse que j'ai trouvée très, très beau, très belle. Parce que j'ai posé la question, évidemment, j'ai dit, mais il faut faire quelque chose, il faut reprendre cette demande de restitution qui traîne depuis 20 ans. Est-ce que je peux vous aider? Ma mère est avocate et syndicaliste, donc je mets ma mère aussi dans le jeu. Si vous avez besoin, ma famille, je sais pas, j'ai engagé tout le monde. Et elle m'a donné une réponse que je trouvais assez intelligente. Elle m'a dit, en fait, le prix que l'Europe paye de nous avoir pris ces artefacts, c'est de dépenser pour l'éternité l'argent de technologie et la vie des scientifiques, des gens qui travaillent dans les institutions pour conserver cette pièce. On n'a plus besoin de cette pièce, c'est une pièce morte. Et ça, c'est une réponse qu'elle m'a donnée en 2020, mais après, elle est partie, elle est devenue une figure de l'art contemporain, donc ça veut dire aussi un rôle dans le marché d'art aussi, même si elle est un peu périphérique dans cette question, mais surtout, elle est devenue étudiante au musée national. Elle a fait un master là-bas, et je pense cette question, elle a évolué dans sa tête aussi. Mais moi, je ne peux pas répondre à sa place, mais je vois que ça change, ça a aussi changé par rapport à son rapport au début avec ses retours. Je veux me mettre dans une discussion parce que je pense qu'aussi, ce n'est pas seulement parce qu'elle a entré au Musée national comme une manière de renégocier la reconnaissance de Tupinamba au Brésil, parce qu'ils sont encore en attendant la reconnaissance du territoire. Et donc, ils ont décidé de soutenir la volonté du musée de faire retourner les manteaux et de la communauté d'Olivença de faire retourner les manteaux pour que ça puisse être une opportunité politique pour que les gouvernements signent les territoires. Et ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé, ouais. Donc même avec le retour de manteaux, ils sont encore en... Ouais, ça m'énerve. Ça n'est pas passé à cause de l'incompétence et l'aveuglement du Musée national et de son directeur qui n'a pas bien négocié les tensions entre les communautés et aussi la tension du musée avec les communautés, parce qu'il a fait rentrer les manteaux sans négocier, sans dire à les communautés, en silence, en secret, et en posant des conditions qu'il n'avait pas négociées avec des communautés. Et donc, c'est une opportunité tellement perdue. C'était une opportunité, oui. Et après, on rentre dans une question qui ne me concerne pas du tout, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, et je parle de mon opinion personnelle. Cette question de coloniser le musée, c'est la conquête de l'inutile, parce que c'est impossible. Et c'est pas moi. J'ai lu le Regard de Jaguar. C'est Fernanda qui a parlé de ses livres. Le dernier entretien de ses livres, Eduardo Viveiros de Castro, il dit une chose que j'ai trouvée très très fine. Et pour moi, il y a beaucoup plus de sens. Il a dit, c'est le moment du troisième tournement. C'est le moment de décoloniser le décolonial.
Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse, autant qu'artiste, autant... c'est quelque chose de plus fin, parce que là où nous sommes aujourd'hui, et cette histoire du Brésil, oui, le directeur, c'est un ethnologue blanc, académique, qui s'occupe de... Paléontologue, oui, pardon. Qui s'occupe qui a hyper mal joué parce qu'il ne sait pas faire, c'est pas son rôle. Et en plus, il rentre dans une discussion d'une communauté qui est énorme, qui est à Bahia, mais aussi en Amazonie, et qui n'était pas... Je ne sais pas, c'est quelque chose... Là, on est rentré dans une discussion politique, mais je pense qu'il a fait la chose qu'il sait faire, en pensant que c'était la meilleure chose, mais pour la communauté, c'était beaucoup, ça le dépassait, en fait. Et ça a devenu une grande histoire, le retour de Manto, aussi. La donation. Merci beaucoup de vos présentations. J'ai deux questions. La première pour Olivia. Question que je me demandais si je la faisais. Je vous prie de la prendre dans les bons termes, avec la plus bonne volonté. Mais je trouvais très intéressant ce travail de complicité avec Glyceria et votre proposition sur l'autoportrait qui en fait s'est pris par elle-même. Mais je me demandais jusqu'à quel point alors ces partages d'une position d'auteur dans l'œuvre est vraiment vu par les personnes qui sont mises devant l'autoportrait. Parce qu'il y a ce moment où vous montrez une photo de l'exposition où quand même votre nom apparaît. Et donc je me demandais jusqu'à où va cette communauté d'autorité sur le travail d'art. Si ça va jusqu'à... Comment on peut percevoir ça dans l'exposition, si ça va jusqu'au fait d'artiste, si ça va jusqu'à la prise des paroles. J'aimerais vous écouter là-dessus. Je ne sais pas si je pose la question à Sobral tout de suite. Alors, eu vou fazer em português a pergunta. Eu fiquei muito obrigada, eu fiquei muito feliz de te ouvir, tendo visto o seu trabalho muitas vezes, e me fez pensar em algo que eu penso há algum tempo sobre essa noção do riso, quando a gente fala de uma questão de uma arte pós-colonial e de figurar de novo os corpos da violência na arte contemporânea. E eu queria te ouvir sobre isso, porque você trabalha com séries, né? E o efeito da sua série que tem no museu é o mesmo efeito que teve sobre nós, que é, em um momento a gente para de rir. E tem esse jogo da série com o jogo do constar também. A gente vai percebendo uma imagem com uma mobília, a Playmobil é engraçada, duas a gente mantém, na terceira a gente se sente culpado de dar risada. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão de por que a escolha das séries o tempo todo e de que maneira esse seu argumento sobre o riso, de tomar a vida em boas circunstâncias, do lado bom, esse ato de resistência dos brasileiros, até que ponto, como isso é balanceado na sua estratégia para falar desses assuntos. Obrigada. Todo mundo aqui entende português? Je peux essayer de traduire. Fala devagarzinho. Bom, obrigado pela pergunta. Merci pour la question. A questão da série, assim, eu fui assistente do Vicky Muniz. J'étais assistant pour la question de la série, j'étais assistant de Vicky Muniz, c'est un autre artiste très connu au Brésil. Sim, então meio que eu aprendi com ele que ele trabalha em série, né? Eu fui ali meio que trabalhando com ele e também aprendendo. E para mim a questão da série, ela fixa, é um ponto. J'ai appris avec lui à travailler en série parce que lui-même il le fait. Et pour moi, travailler en série, c'est aussi finir un point, mais arriver à un endroit, je sais pas, à la fin de quelque chose, dans le discours peut-être. Sim.
É uma questão até também, o meu trabalho, ele trabalha com o cotidiano, então eu faço algo que é comum a todos, né? Et je travaille avec la question du quotidien, des questions qui sont partout, qui sont communs à tout le monde. Então, logo, mesmo depois do trabalho feito, como ele é uma série, você lembra dele em outras ocasiões. Um exemplo, tem muitos amigos meus conhecidos que viajam e quando olham para um Playmobil, lembra de mim. Ça, ouais, les travails en série, ça nous fait garder plus l'information. Donc il a dit qu'il a des amis qui voyagent, qui voient des Playmobil, qui pensent à lui tout de suite. E sobre o sorriso, a coisa, eu vejo como a minha resistência. Il considère le sourire comme un acte de résistance. Porque eu acho que a gente nasceu para ser leve, mas as circunstâncias vão fazendo de tudo para você não ser feliz, não é que tem que ser feliz 24 horas, mas ter uma saúde social, uma saúde mental boa. Il dit que pour lui, nous sommes nés pour être dans la légèreté et que c'est important pour avoir une bonne santé mentale. Então eu vejo que resistência, além de ter sofrido o que eu sofri, a violência física, a violência financeira, eu vejo que a vida fazendo de tudo para mim não rir. E eu, além de tudo isso, eu vou rir porque rir é a minha resistência e quando eu dou risada, quando eu consigo passar o que eu quero passar sem replicar a violência. Il dit qu'il a vécu beaucoup de violence lui-même et que quand il s'est mis en perspective, qu'il voit tout ce qu'il a vécu, que le rire c'est la meilleure réponse pour répondre à cette violence sans être lui-même violent. Et pour répondre la question, c'est très importante comme question. Et cette image, elle est très problématique dans plusieurs sens. Et j'ai déjà entendu plusieurs questions. Je m'ai déjà posé la question, est-ce que je continue à la montrer ou pas? Et j'ai une réponse très simple qui me motive à continuer à la montrer et surtout à de l'exposer. C'est que cette photo, elle est moitié-moitié. On a un contrat, donc les ventes de cette image concernent aussi l'économie de Glyceria. Ça, c'est un point pratique. L'autre point, c'est les informations, d'avoir une communication le texte, au Palais de Tokyo, par exemple, le cartel était très, très bien clair par rapport à ça. Et j'essaye de toujours mettre ça en avance. Et évidemment, elle a le même droit que moi de montrer cette image. Elle a accès aux mêmes archives. C'est quelque chose qui est partagé. Donc, c'est par ces moyens que j'essaye de construire quelque chose de plus horizontal par rapport à cette série d'images. Et pour finir la réponse, j'ai 10 images et je montre que 2 de ces 10. Et les autres, on est en train de parler, c'est une question aussi quoi faire avec ces archives, parce que c'est des images qui documentent quelque chose de très important, mais que ça peut aussi... finalement, on n'a pas besoin de tout montrer dans une exposition. Donc j'ai choisi 2 pour l'instant et c'est les 2 avec qui je travaille.